Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de vous proposer au nom du CCS ce débrief complet de l'UFC 270 et donc en fait en gros sujet évidemment le débrief du duel entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Donc c'était à Anaheim dans la nuit de samedi à dimanche. Là, il y a quelques petites heures encore, on s'est reposé un petit peu et on vous propose donc ce débrief dans les conditions les plus rapides possibles donc de ce duel entre Francis Ngannou et Cyril Gane pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. C'était l'occasion pour un Français d'être le premier champion unifié des poids lourds de l'histoire de la MMA et enfin l'UFC. Malheureusement, voilà, Cyril Gane a perdu au point. Le compte des juges est de 49-48, 49-48 et 49-46. Voilà, donc on a un juge qui a donné 4 rounds sur 5 à Francis Ngannou. C'était la première fois déjà que Cyril Gane perdait un round. Et en plus de ça, voilà, il en a perdu 3, voire 4 même dans ce combat-là. Donc une défaite de notre bon gamin, la première en carrière. D'ailleurs, si on combine le Muay Thai et le MMA, c'est la toute première défaite de Cyril Gane. Je crois que c'est en 13 et 11, en 24 combats, c'est sa toute première défaite dans les sports de combat. Donc c'est dire quand même la progression fulgurante qu'a eu le bon gamin depuis qu'il s'est mis au sport de combat il y a à peine 4 ou 5 ans. C'est quand même, ça veut quand même en dire long. Mais il est tombé sur un os, et cet os s'appelle Francis Ngannou. On va donc en parler tout du long dans cette vidéo et dans ce podcast. Je vais commencer par saluer les copains qui sont avec moi au bord de la table. Vous les connaissez très bien maintenant. Je vais commencer par présenter Kim. Salut Kim, comment tu vas? Très bien, et toi? Après une nuit comme ça et ouais, une telle émotion, Ouais. un tel déroulement de combat, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Ah, on va en parler, je crois qu'on va commencer par ça même. Et bon, l'autre membre de notre rédaction, vous le savez, nous sommes inséparables maintenant. C'est Lionel, comment vas-tu? Ouais, d'ailleurs, on commence à jaser, il faudrait, démentir certains bruits. Et ce qui est fou maintenant, c'est qu'il a tellement pris confiance. Moi, j'essaye de le mettre bien sur les présentations et direct, il a oublié. Ça fait 2 podcasts qu'il ne me dit même pas bonjour. Voilà, donc on peut dire qu'on est déjà rentré en crise, mais on réglera ça en interne. Il y a pas de problème, comptez sur moi. Commençons donc par parler du combat directement. On rentre dans l'octogone. Et pour faire un petit peu la chronologie du combat, c'est vrai que moi j'étais sous assistance respiratoire, notamment les 2 premiers rounds. Non pas que je souhaitais la victoire de Cyril Gane, parce que voilà, j'étais assez partagé, parce que j'aime beaucoup les deux combattants, j'aime beaucoup leur parcours, j'aime beaucoup. Enfin, on est obligé d'avoir au minimum, au grand minimum, un grand respect pour les deux. Et voilà, donc le talent qu'ils ont, qui leur est propre, qui est très différent en soi, me convainc et me fait penser que voilà, j'aime beaucoup les deux combattants de base. Mais c'est vrai que j'avais surtout peur en fait que ça dure pas, que toutes nos attentes des 5-6 dernières semaines en fait soient évaporées en 1 minute 30 sur un KO de Francis ou de Cyril, mais c'était quand même plus probable que ce soit Francis. Et au final, les 2 premiers rounds étaient sous assistance respi et malgré tout, c'est Cyril, hein. C'est Cyril qui domine malgré le fait que c'est Francis qui a le centre de l'octogone, Kim. Mmh. Clairement, c'est ça surtout qui a été, qui a fait la diffé enfin, qui même pas qui a fait la différence, mais Francis n'a jamais cédé peut-être, des 5 rounds le centre de l'octogone. Alors que normalement, Cyril c'est lui le chef d'orchestre. Je ne sais pas si dans ses précédents combats, il a déjà même ne serait-ce que cédé, 1 minute le centre de l'octogone. Là, sur ce combat, même les rounds que Francis perd, le centre de l'octogone a toujours été à Francis. C'est Il a vrai. toujours été à Francis. Et bon, on y viendra pendant le podcast, mais là où je voudrais clairement, j'ai été clairement bluffé, c'est la double stratégie de Francis. Ouais. Les 2 premiers rounds, en fait, il a fait croire à une stratégie qui n'était pas celle qu'il allait mettre en place. Et il a commencé à amorcer sa vraie stratégie, en fait, à partir du 3e round. Et voilà, en fait, le conditioning, donc la shape qu'il avait pour ce combat, on voit que là, il est descendu à 116 kilos avec une condition physique qui pouvait pressentir qu'il allait plus lutter, même si on ne l'avait jamais vu lutter en 20 combats Qu'il allait vraiment, durer aussi. qu'il Plus que allait lutter durer, encore, qu'il allait durer. qu'il allait battre Cyril sur le cardio aussi. Ouais. Donc, non, honnêtement, chapeau à Francis et à ses coachs qui ont fait un excellent boulot. Mais on va y venir pendant le Ouais, podcast. on va y venir petit à petit de toute façon. Lionel, toi, quand tu as vu ces 2 premiers rounds, tu t'es dit, parce que je rappelle que voilà, sur la preview, Lionel, tu nous disais que ton prono, c'était Cyril fait le combat parfait pendant 25 minutes. Et au final, pendant 10 minutes, Cyril fait le combat parfait, le combat que tu attendais et que beaucoup attendaient au final.
Ouais, tout à fait. Si ce n'est que je mettrais un bémol quand même sur ce que vous venez de dire, dans la mesure où, euh, pardon, pour moi, je donne le premier, bien que Cyril ait très bien commencé, le premier round, moi, je le donne à Francis, malgré tout. D'accord. Parce qu'effectivement, il a gardé le centre, et pour moi, c'était lui le plus dangereux. C'est lui qui a donné les coups les plus nets et qui a imposé le rythme, mais sans que ce soit une alerte pour Cyril, parce que pour moi, il ne faisait qu'installer son game, ce qui d'ailleurs s'est confirmé dans le round suivant. Voilà, donc pour moi, c'était sa montée crescendo, j'ai envie de dire, mais le premier round, moi, je le donnais quand même à Francis. De peu, mais à Francis. Tu Mais souscris, hein, effectivement, Kim, j'ai l'impression. Oui, non, enfin moi, sur le premier round, je mets un match nul en fait. Je mets pas de vainqueur particulier. D'ailleurs, le scoring au niveau du nombre de frappes, ils sont pratiquement à égalité, même au niveau Ouais. du cage control, pareil. Donc non, non, moi, le premier round, enfin, Lionel, je suis d'accord avec, enfin, ton analyse est pertinente. Après, moi, je donne match nul sur le premier round. Moi, ouais, je mais le dis à Cyril parce que Lionel, tu as totalement raison dans ce que tu dis, mais au final, et on l'a vu assez vite que c'était une stratégie, que c'était un peu le plan A du clan Lopez, Gann et Sarfati, c'est de clincher beaucoup et de fatiguer Francis contre la cage, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé dès le premier round que ça avait quand même bien marché. On avait un Cyril qui imposait son poids. On rappelle qu'il avait pris du poids pour ce combat-là. Il imposait son poids, il maintenait, tu sais, la main droite de Cyril. Il l'attrapait carrément sa main droite pour éviter justement en sortie de clinch d'être pris sur un contre. Et il imposait voilà son poids. Et on se voyait, il était collé sur lui. C'est comme une glu en fait. Tu sais vraiment, tu voyais qu'il avait son épaule. Et en fait, on sait que Cyril est très fort en clinch. Et on a aussi vu que Francis, un petit peu plus tard dans le combat, défendait très bien le clinch. Et d'ailleurs, Kim, tu en avais parlé dans la preview, que tu avais vu ces bribes d'éléments dans les vidéos qu'on avait vu des sparring, qui ne donnent pas énormément d'éléments, mais ça donne quelques petits angles au moins de réflexion. Et voilà, donc c'est vrai que moi je trouve, je donne quand même le round à Cyril, puisqu'on voit quand même qu'il a déjà un poil le capot ouvert. Francis, à la fin du round 1, il a la bouche ouverte, il est déjà bien en sueur, etc. Et on se dit que moi, je trouve en tout cas que le premier round, je le donne à Cyril, puisque on voit en fait à la fin de ce premier round, ce que je me suis dit, c'est OK, il est en train de commencer à réussir son pari. Il reste 4 rounds, mais je trouvais que le round 1 en fait était une bonne voie vers la victoire de Gann à la décision, tout simplement. oui, Voilà comment sauf je le vois. Oui, oui, sauf si je puis me permettre, là où je suis pas d'accord avec toi, parce que moi j'ai trouvé, ça tout ce que tu dis s'entend, hein, mais moi ce que j'ai remarqué dès le début du combat, c'est quand tu parles de force, c'est à quel point Francis a commencé à imposer sa force justement Ouais, et c'est ce qui lui a permis de ne pas être submergé dans ces 2 premiers rounds. Parce que même dans le 2e où il a été, là il l'a perdu, sans contestation, il a quand même réussi toujours à tenir le centre de l'octogone et à imposer pour moi, ça a été la clé du combat, c'est son exceptionnelle puissance physique qui lui a permis justement de résister au clinch de Cyril dans un premier temps et ensuite de l'imposer, avant même de parler de la lutte des 3 rounds suivants. Et moi, ça m'a surpris parce que Cyril, visuellement, il était plus gros que Francis. Ça m'a ouais, étonné. Il était plus gros, plus épais, il a faut le vachement dû faire. reprendre après la pesée. Par contre, il y a quelque chose, et là, je vais encore parler de cette touche d'irrationnel de facteur X dont je parle souvent dans les podcasts. Il y a cette force brute de Francis contre laquelle on ne peut rien. On ne peut rien. Et même Gann, aussi puissant soit-il, il ne pouvait rien faire. Et moi, c'est ça qui m'a surpris, même dans les 2 premiers rounds et même dans le 2e qu'a perdu Francis. Gann n'arrivait pas à imposer son game parce que Francis ne le laissait pas faire. Même à technique inférieure, Francis a réussi à déjouer les plans, à résister avant de passer la 3e ensuite, grâce à cette force herculéenne. Je ne sais pas, c'est Hulk et Thor dans un même corps. Et il a C'est vrai, hein. réussi. Avant, il le gaspillait peut-être ou il s'en servait pas suffisamment. Là, les planètes se sont alignées. Il a très bien bossé avec sa team et il a réussi cette force à ne plus la mettre simplement au service de son punch nucléaire, mais à s'en servir de manière tactique, technique. Et pour moi, c'est N'empêche, peut-être avec la lutte, excuse-moi, juste le plus gros enseignement de ce combat. N'empêche, deux choses. Moi, la première, mais en un mot, c'est que j'ai repéré aussi cette puissance herculéenne de Francis sur le jeu de front kick de Cyril, où quand même il a énormément de puissance. On sait qu'il a pas que des grosses cuisses, il a aussi une grosse musculature et une grosse force dans les jambes.
Et il faisait pas tant reculer que ça Francis sur ses front kicks, alors que Volkov a reculé, alors que Derrick Lewis a reculé, alors que tout le monde a reculé devant ses front kicks. Et Francis, j'avoue qu'il bougeait pas tant que ça. Je me rappelle du high kick aussi que Cyril arrive à caler sur Francis, qui fait un bruit pas possible. Et Francis, il avance en contre comme si il avait été piqué par un truc insignifiant, tu sais. Enfin, c'était hallucinant. Et la chose que je voulais dire, c'est que on en parlera un petit peu aussi en filigrane tout au long du podcast, mais comment dire, dans la capacité de Francis à avoir quand même pas mal parlé de boxe, parlé de Tyson Fury, parler de Deontay Wilder, de parler d'en fait de glisser gentiment vers juste le noble art et le point. Et ben en fait, il a fait un vrai combat de MMA en fait. Et je pense au final que ça a peut-être limite fait partie de la stratégie de communication de la part du clan Ngannou, c'était de brouiller les pistes en disant je me concentre sur la boxe, je me concentre sur la boxe. Et en fait, on aurait dû continuer de se concentrer sur le sprawl qu'il a fait et la défense en lutte contre Stipe et de se dire ça, c'est une infime partie de la progression énorme que Francis a fait sur ces 2 dernières années où je rappelle qu'il a très très peu combattu. Oui, mais absolument. Mais de Et toute façon, clairement, il a fait une masterclass à tout niveau, dont au niveau de la com. Moi, j'avais dit dans le podcast preview que son état d'esprit m'inquiétait un peu, qu'il se dispersait un peu, que Lopez était peut-être rentré dans sa tête. Et on a vu lors de cette semaine pré-fight qu'il n'en était rien. Mais vraiment, c'était impressionnant. Limite, c'est Euh, Francis qui est rentré dans la tête de Fernand en fait. ah mais Limite, c'est l'inverse. complètement. Ah c'est mais ça. absolument, absolument. Et hier, c'est comme si tout se concentrait. Et ils ont réussi effectivement, comme tu viens de le dire, à faire de la désinformation. Je Ouais. ne vois pas d'autres mots. Clairement, même les 2 premiers rounds, c'était de la désinformation, en fait. Enfin, le fait que faire croire qu'il voulait absolument chercher le chaos debout pour installer une lutte au 3e round, c'était brouiller les pistes. D'ailleurs, moi, je pensais qu'il allait utiliser ce jeu de lutte. Même moi, je pensais qu'il allait, au premier round, commencer à l'utiliser. Et en plus, là où, bon, je ne suis pas du genre à trouver des excuses, mais là, et on l'a clairement vu, il avait d'ailleurs une attelle au genou, Oui. avec une blessure au genou, où normalement tes appuis, que ce soit debout et encore plus au sol, normalement avec une blessure au genou, les appuis, c'est beaucoup plus que compliqué. Donc, D'autant plus fort. Ouais. oui, et au moment des contrôles, quand il a contrôlé Cyril, que ce soit en side control ou dans le dos, c'est juste monumental. Je pense clairement que bon, sans la blessure à ce genou, il aurait terminé Cyril. Cyril aurait vu la mort, je pense, parce qu'avec Francis en grand endpoint et sans blessure au genou, je pense que là, ça J'ai eu aurait été très un peur. massacre pour Cyril. Là, on voyait que, d'ailleurs, j'en parlais avec des partenaires d'entraînement et mon entraîneur tout à l'heure. Justement, la blessure au genou a fait que, surtout sur les appuis au sol, le grand endpoint, que tu ne peux pas envoyer la puissance comme tu as envie de l'envoyer en fait. Mais là, déjà, le fait d'avoir grapplé, grindé avec cette blessure au genou, sachant que de base, c'est un point faible pour lui, c'est déjà monumental. Il n'y a pas de mots. Enfin, les mots, je n'arrive déjà pas à les trouver. Hmm. Ah bah c'est clair. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais, Kim, à l'instant sur le côté chaos que n'a pas cherché Francis, je souscris complètement parce que Francis se démarque aussi beaucoup par sa qualité de contreur, mais aussi, voilà, je trouve qu'il y a, au-delà de la puissance pure, il y a une réelle détermination à faire très mal quand il sent l'odeur du coup dur. C'est un instinctif, Francis, tu vois, quand il attaque. Et j'ai trouvé qu'il mettait pas qu'il se donnait pas à 120% dans ses crochets et dans ses enchaînements pour finir, comme si, comme tu le disais tout à l'heure, c'était en fait qu'un leurre et que la manière qu'on a de penser Francis, en fait, il a joué complètement de ça et en se disant bon bah les gars, vous savez très bien ce que je suis capable de faire, mais c'est même pas ce que je vais essayer de chercher aujourd'hui parce qu'on l'a vu avec Cyril, ces in and out qui sont tellement rapides, même avec 4 kilos en plus, qu'en fait en contre il pouvait quasiment rien faire et au final my bad, hein, c'est vrai que le travail de jab était assez pertinent finalement contre Cyril parce que ça a plutôt bien marché. Surtout que, en plus, bon, là, à sa décharge, il l'avait annoncé. Il avait annoncé qu'il allait montrer ce qu'il était capable de faire sur ce combat. Et Cyril est Et, le combattant parfait pour qu'il montre sa progrès justement. et c'est ça. Et là, justement, le fait qu'il pesait 116 kilos sur ce combat, il avait moins de puissance de frappe, par exemple, que contre Stipe. Contre Stipe, dernier combat, il était à 119,5, 120. Ouais, il était pas loin de 120. Ouais. Là, il avait
c'est clair, moins de puissance de frappe. Cela dit, il avait plus de cardio et plus d'endurance musculaire pour installer vraiment une lutte. C'est sûr que là, même moi, enfin, je pense qu'il y en a très peu, si ce n'est son entourage proche, qui aurait cru qu'il allait installer sur 5 rounds un jeu de lutte et de grind. On va dire qu'à 116 kilos, il a montré que, voilà, 116 kilos, qu'il peut tenir 5 rounds de lutte et avec une blessure au genou. Alors que un truc qui m'a. Enfin, même Lopez, là, Lopez lui-même était dérouté par ça au 5e round. Tu l'entends dire à Cyril, on ne peut pas perdre sur le cardio. Et là, pourtant, Ouais. c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à 100%. Voilà, donc, ouais, non, pour reprendre ce que tu disais, Clément, tu as entièrement raison. Là, le fait que Francis ait perdu du poids, enfin, et axé une stratégie, la stratégie était clairement réfléchie depuis longtemps, je pense, sur ce combat-là. Il savait qu'il allait lutter. Et là, ce qui lui a juste manqué, c'était, je pense, les appuis, bon, dus à sa blessure pour terminer Cyril en corner pound. Lionel? Ouais, moi, je mettrais juste un petit bémol avec ce que vous dites. Moi, je ne suis pas certain que cette stratégie, elle était aussi pensée que vous le dites. Moi, j'ai eu l'impression dans les 2 premiers rounds qu'il a d'abord commencé à voir ce qu'il valait en striking. Et il s'est très rapidement rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Il Parce était que dépassé Gane, de goût, ouais. il était dépassé, voilà, absolument. Il n'arrivait pas à casser la distance. Gane avait un footwork incroyable, mais incroyable. C'est vrai. Le gars, C'est clair. il est, il est à 112 kilos, il bouge comme un middleweight, mais c'est juste fou, quoi. Quasiment sans se fatiguer. Les 2 premiers rounds, il a déroulé, mais il a déroulé. Et Francis, à la fin du round 1, il avait déjà la bouche ouverte. Donc, le round 2, il a continué. Il ne voulait pas non plus trop se cramer parce que je pense qu'il se disait que s'il est la même, il devait utiliser sa lutte. Ça allait être tellement énergivore qu'il ne fallait pas qu'il fasse n'importe quoi. Mais je pense que les 2 premiers rounds, il a d'abord voulu se tester. Moi, c'est comme ça que je le vois en striking. Quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, au 3e, ils ont changé de stratégie. Ce qui, pour moi, du coup, est encore plus fort quelque part. Parce que Ngannou, même ses fans les plus acharnés, pointaient son côté un peu unidimensionnel, parce qu'il nous avait jamais montré autre chose. Mais pour moi, ça montre un fight IQ incroyable, une adaptation. Il ne s'est pas précipité, parce qu'il sait qu'il connaît ses forces, mais il connaît ses faiblesses aussi. Et il sait que son cardio, même s'il l'a bossé, il n'aura jamais celui de Gane. Donc avoir réussi à tout en étant maîtrisé dans les 2 premiers rounds, conserver son cardio, conserver son influx nerveux, ne pas faire n'importe quoi, ne pas se précipiter, ne pas se laisser déborder par ses émotions et changer de stratégie à partir du round 3, c'est incroyable. Enfin, on a tous été bluffés, quoi. Vas-y, Surtout Kim, que j'ai j'ai une envie de question après. dire que le game plan de Cyril, enfin même la stratégie mise en place par Lopez, il faut l'avouer, était excellente. Cyril Ouais. n'a rien à se reprocher, et même Fernand non plus. L'utilisation de l'espace, le footwork et les espèces de mouvements semi-latéraux qu'il a fait pour brouiller C'était un les danseur scénarios. parfois, il faisait de la bachata, c'était énorme, quoi. Je veux dire. C'est vrai que moi-même au début, je me suis dit, bon, bah, après le 2e round, c'est Cyril qui va gagner. Je me suis dit, bon, bah, là, il arrive clairement pas à le toucher, il n'arrive pas à le cadrer. Que là, Il avait les mains basses. Il avait les mains basses. Gane Comme avait les Whittaker. mains basses. Il oui, m'a fait oui, c'est penser à ça, il a fait Whittaker, les mains moi, basses. Lionel. Et là, je pense qu'en plus, là, on avait une grande cage parce que l'année dernière, 80% des UFC se sont fait à l'Apex, la Ouais, petite bah cage. oui, petite cage, ouais. Donc là, on avait la grande cage, ce qui a favorisé le game plan de Cyril. Voilà, enfin, moi, j'avais été un petit peu aussi faussé dans mon pronostic. Bon, même si, je fais une parenthèse, c'est moi qui ai donné le vainqueur Ouais, dans la c'est preview. vrai. Il faut le dire. Mais quand il y avait eu le sparring entre les deux qui a été supprimé par les MMA Factory, il y avait peu d'espace en fait dans leur sparring. Ils étaient une quinzaine dans la cage, donc peu d'espace. C'est vrai que Cyril ne pouvait pas utiliser l'espace de la même façon pour mettre en place cette stratégie et prendre le dessus sur Francis. Là, l'espace a fait que, d'ailleurs, c'était le game plan de la MMA Factory qui était super bien. L'espace a fait que debout,
debout en striking, Cyril avait vraiment l'avantage sur Francis par contre, et le game plan était très très bien de l'air. On ne peut pas le critiquer, le game plan de la MMA Factory. Disons qu'à la fin du deuxième round, moi je me suis dit, ok, Francis va pas le mettre KO. Il va falloir qu'il gagne autrement en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Tu vois, quand j'ai vu les deux combattants revenir dans leur coin, je me suis dit, ok, waouh, C'est ça, ça c'est que va. le game plan de la MMA Factory que Cyril a extrêmement bien exécuté, Bien malgré qu'on sûr. puisse dire qu'il était stressé, peut-être un peu tendu plus que d'habitude, mais il a exécuté le game plan à 110%, rien à dire. Mm. Je pense que le game plan était justement le toucher sans se faire toucher, et le fait d'éviter de se faire mettre KO en évitant de se faire cadrer était très bien exécuté, rien à dire. La question que j'avais envie de vous poser, les gars, par rapport à Francis, parce que moi, c'est ce qui m'a un peu taraudé sur les minutes après le combat. Je me suis dit, la question, elle est simple. Est-ce qu'au final, Francis, au-delà de la lutte, c'est pas surtout dans la tête qu'il a progressé? Parce qu'on voit qu'il y a un gap énorme qui a été passé sur les deux aspects, mais le mental entraîne la lutte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est encore plus la tête que que la technique, le fight IQ, etc., qui a fait la différence. Il aurait pu s'effondrer, je veux dire, même avec son travail de lutte, il aurait pu s'effondrer, se sentir dépassé après le R2. Ouais, Clément, mais est-ce que tu as entendu bon, c'est vrai que Fernand était omniprésent au niveau des interviews entraîneurs, mais ce que Eric Nicksick a dit quand il a accueilli Francis Ngannou à l'Extrême Couture, je ne sais pas si que ce soit Lionel d'ailleurs ou Je me Lionel ou rappelle pas Clément, là. est-ce que vous avez Là tout de entendu suite, non. Non, Je me rappelle non. plus là tout de suite. En fait, il a d'abord écouté Francis, ses problématiques là où il voulait évoluer. Et il a dit clairement que le progrès et le soutien le plus important qu'il lui a donné était mental. Il avait vu des failles qui étaient plutôt mentales chez Francis. Et là-dessus, il a dit qu'il a mis un gros premier point de départ et d'évolution sur l'aspect psychologique et mental. Et c'est là-dessus qu'il a le plus aidé Francis, donc son Eric Nixie, qui est son head coach. Lionel, tu souscris aussi? Ah mais absolument, ils font de la positive attitude dans Ouais. leur camp. Ils le disent ouvertement. Et c'est là où on voit la différence, sans tacler gratuitement Lopez. Mais après la défaite de Francis contre Miocic, on se souvient, il avait été tout de suite dans les médias pour critiquer comme quoi Ngannou n'avait pas fait son game plan, comme quoi il avait un mental friable, enfin il avait enfoncé son fighter, ce que beaucoup n'avaient pas compris. Là où sa nouvelle team, ils ont fait exactement le contraire. Voilà, résultat. Ça donne donc ça donne en partie cette progression immense de la part de Francis. Troisième round, on a été évidemment soufflé. La bascule, tu vois, moi, sur le combat de Francis contre Stipe, forcément, la bascule, j'en parle souvent, c'est le sprawl sur la première tentative de takedown de Stipe. Là, c'est immanquablement le premier takedown. Je rappelle que c'est le premier takedown encaissé par Cyril dans toute sa carrière en MMA quand même. Il était à 100% de défense de takedown. Et quel takedown. Mais tu sais, à la technique, tu mêles aussi le message que tu fais passer. Ça aurait été un takedown un peu banal, un petit peu capillotracté. Je pense qu'on n'aurait pas tous réagi. Mais là, quand on a vu Air Francis décoller avec des bagages en soute complètement remplis, et quand tu vois comment Cyril vole, là, on s'est dit, OK, on est au carrefour de quelque chose. Je suis totalement Par d'accord. la réalisation, tu vois. Je suis totalement d'accord. À ce moment-là, c'était Cyril qui se dirigeait vers la victoire. Et juste sur cette action, je me suis dit, là, Francis, il va sûrement gagner le combat. Parce que, en même temps, c'est vrai que tu parles de message. Là, il a montré à ce moment-là clairement, c'était qui le patron, en fait. Ouais. Bon, c'est vrai que ça pouvait se voir dans certains combats que Cyril a quand même une petite faiblesse au niveau de ses appuis et quand on lui attrape la jambe, son équilibre est un peu bancal. Mais là, on aurait dit qu'il attrapait son fils de 7 ans et qu'il jouait avec, en fait. C'est ça qu'il a. Et Et que ensuite, son fils de 7 ans fait 112 kilos. c'est ça. Voilà, Et on n'a la pas toute la façon même dont musculature. il l'a maintenu au sol ensuite, qu'il lui a attrapé le dos et qu'il lui a fait des side control, là, je me suis dit, OK, je crois que là, Cyril va commencer à voir la mort. Bon, je ne savais pas à ce moment-là on en a parlé tout à l'heure, que Francis avait
un problème au genou, une blessure. Mais là, je pense que là, clairement, Francis aurait pu le terminer à ce moment-là parce qu'avec un grand endpoint, je pense que Cyril voyait clairement la mort à ce moment-là. Surtout qu'il reste très précis dans ses coups portés, Lionel, sur le side control. Moi, franchement, limite plus encore que la lutte, j'ai trouvé le jeu au sol de Francis complètement abusé, quoi. Avec son side control, sa capacité en fait à se déplacer, tu sais, sur des appuis fléchis très proches du sol, à passer d'un side control à gauche à un side control à droite, à se mettre derrière Cyril et à nullifier totalement en fait son amplitude. On a vu Cyril en grand danger à la fin du R3, je crois, quand il est en gros, quand il est à quatre pattes, en fait, tout simplement, et qu'il y a Francis dessus qui commence à lui asséner des coups. On voit qu'en fait, Cyril passe dans une appropriation du combat totalement inverse en se disant là, il faut que je survive. Et c'est la première fois qu'on voit Cyril dans ce mode-là, tu vois. Mais là, je reviens encore sur la force physique titanesque et inhumaine de Francis, parce que le sprawl, il est hyper spectaculaire, mais tout ce qu'il a fait au sol, sans rien lui enlever, hein, avec tout le respect, c'est pas hyper technique. C'est pas ce qu'on a vu de plus technique et de plus beau. Mais il parvient avec sa puissance, justement, à dépasser les lacunes qu'il peut avoir. Et effectivement, le Grand Pound, j'ai l'impression qu'il ne lui faisait pas vraiment mal, si tu veux, mais par contre, imagine ce que c'est d'avoir les 116 kilos de Ngannou sur toi, parce que ils n'avaient que 4,5 kg d'écart à la pesée, mais j'imagine. Le ressenti n'était pas le même. Ils ne sont pas les mêmes, exactement. Ils étaient pareils le jour du combat. Exactement. Et en plus, même s'ils étaient pareils, c'est la fameuse comparaison entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb. Il y en a un qui paraît plus lourd que l'autre. Et à la fin du 4e round, vous vous rappelez la tête de Cyril, il était juste épuisé parce qu'il venait de subir 2 rounds. Il n'a pas eu de dommages corporels. Francis ne lui a pas fait mal. Par contre, il a subi pendant 10 minutes. Moi, pendant le combat, il m'est venu, je me suis dit, mais Francis est en train de lui faire ce que Miocic lui avait fait en 2018. Il l'a laminé physiquement. C'est pas forcément pour Cyril, il n'a pas forcément troisième fois, quatrième round, il a la cage, il a l'air perdu. Ouais, c'est exactement ça. Mal physiquement. Oui, mais parce que Cyril était devenu impuissant. Il pouvait rien faire. Il pouvait pas bouger. Ce qui est une nouveauté pour Fernand Lopez, ce qui est une nouveauté surtout pour Cyril, c'était la première fois qu'il n'était pas en contrôle, si je peux dire, mais ça englobe un peu trop de choses, qu'il n'était pas en phase, en fait, avec l'espace, avec l'utilisation de son corps, etc. C'était vraiment la première fois qu'il n'était pas en phase. Oui, parce que Francis ne l'a pas laissé faire. Francis a nullifié son jeu, comme tu viens de dire. Mais d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques images de sparring de Karaté Bushido, de Greg. Oui. En fait, je suis obligé de revenir là-dessus parce que c'est une manipulation de la part de la MMA Factory. La toute dernière image, on a l'impression que Cyril Gane met Francis au sol, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, j'avoue, non. Il y a une toute dernière image où, comme un balayage, on a l'impression que c'est Cyril qui tombe sur Francis. En fait, la toute dernière image, ce qu'ils ont coupé, ce qu'ils ont vraiment coupé, la MMA Factory, ça a été 80% de la domination d'hier. C'est-à-dire qu'au moment de tomber, Francis attrape Cyril dans le dos, l'immobilise, l'empêche de bouger et commence à le frapper au niveau de la tête. Donc déjà, dans leur sparring, je pense qu'il avait déjà, Francis, des indications de comment il allait comment il allait contrôler Cyril. Je pense que c'est des points sur lesquels il y a pensé depuis le début. Ce que je trouvais plutôt technique, mais ça va de pair avec le fait que j'étais très impressionné, c'est vraiment les déplacements sur les changements de contrôle en fait au sol. Mais c'est vrai que c'était pas forcément technique, mais au final, c'était peut-être pas 100% technique. Mais en revanche, l'application était totale. On voyait vraiment qu'en fait, il avait en fait limite que le combat, les coups portés étaient quasiment auxiliaires et qu'en fait, Francis avait concentré sa mentale et son mindset pour justement, hop, je fais mon déplacement, tac, ok, là je suis en place, là je mets les coups. Et en fait, il s'est même pas précipité alors que il aurait pu, je veux dire, être. L'entraînement c'est une chose, mais quand tu es en combat pour une ceinture mondiale à l'UFC, que tu dois renégocier ton contrat, que tu as une pression monstre sur les épaules, parce que si tu représentes l'Afrique, on sait que voilà, Francis est très attaché à tout ça. Eh ben, il n'a pas du tout été dépassé et je suis d'autant plus impressionné parce que voilà, il a gardé cette application dans quelque chose
dans un aspect du MMA qu'on ne lui connaissait pas. Et voilà quoi, ça va dans la masterclass de Francis, mais voilà, moi je suis pas forcément impressionné, comme tu disais Lionel, par la technique, même si je suis pas un spécialiste du sol et que je le serai peut-être jamais, mais malgré tout, j'ai trouvé que l'application compensait en fait, si tu veux. Clairement. Mais après, bon, même si c'était pas technique, très technique, bon, c'est vrai que c'était pas du niveau d'une ceinture noire de Gracie, enfin, comme vous le dites. Mais par contre, on peut voir que qu'il y a une progression personnelle, même techniquement. Techniquement, on l'a déjà vu au sol dans d'autres combats où c'était très statique, très. Voilà, enfin, là, on peut dire qu'à titre personnel, il a eu quand même une progression technique. En plus, là, je voulais aussi souligner le mental de Cyril. Parce que, est-ce que vous imaginez, quand on a Francis sur soi en grand endpoint et qu'on se dit il y a encore plusieurs minutes à tenir et qu'on risque de finir aux urgences après un grand endpoint, dans quel mental il faut avoir, ne serait-ce que pour être serein quand on a Francis sur soi en contrôle. Lionel, j'avoue, je vais pas avoir trop de réponses parce que oui, ça fait Ouais, peur. mais d'un autre côté, ouais, mais j'ai le peur, oui, bien sûr, mais pour reprendre ce que vous venez de dire, encore une fois, je me répète, hein, mais j'ai l'impression que Francis n'a pas cherché à faire mal. Il cherchait juste à contrôler, à maîtriser. Il l'écrasait de son poids. Il répartissait sa silhouette suffisamment pour l'empêcher de bouger. Et en fait, Cyril, j'ai l'impression qu'il avait moins peur qu'il était impuissant. Il ne savait pas quoi faire. Il pouvait juste pas bouger. Voilà, tu as 116 kilos qui en Oui, pèsent le double, qui est sur toi, qui t'appuie, qui te fatigue. Et moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment le visage de Cyril à la fin du quatrième, qui pour moi, là il a compris que ça allait être très très compliqué parce qu'il n'avait pas de solution. Et en plus, il était épuisé. Il était, moi, de fait, on n'avait jamais vu son expression sur son visage. C'était un peu de la détresse. Il était un quelque peu égaré parce que il pouvait juste rien faire. Ouais, non, c'est un peu l'impression qu'on a tous eue. Je voulais vous faire réagir aussi peut-être parce que Fernand Lopez a été un peu, à mon goût, un peu trop critiqué, notamment par certains commentaires que j'ai vus sur Twitter, parce que il a envoyé un peu à la guerre Cyril au 5e round. Euh, je lui jette pas la pierre à Fernand Lopez à ce niveau-là parce que je pense il a compris. Je pense qu'il a compris que si Cyril ne tentait pas quelque chose, on allait avoir un bis repetita et qu'on allait avoir une décision en 48-47 ou en 49-46. Est-ce que vous pouvez en vouloir avec votre vision des choses au board de Cyril de lui avoir dit ok, là, il faut faire quelque chose. Il faut soumettre. Il faut essayer de prendre il faut faire son va-tout, en fait. Il faut jouer son va-tout. non, non, clairement pas. Enfin, ça aurait été un autre combattant que Cyril, je pense que oui. Mais sauf que Cyril, il a une capacité en fait à écouter son coin et il a une synergie avec Fernand qui semble très Totalement. très incroyable en fait. Donc je pense que même si Fernand lui mettait des coups de pression, même l'engueuler ou lui remonter les bretelles en plein combat, c'est pas comme par exemple comme quand il était avec Francis parce que Cyril, c'est vrai qu'il est assez imperméable, j'ai l'impression, au stress Ouais. et c'est quelqu'un qui est très très facilement pilotable. Et donc, je ne pense pas que lui, Cyril, ça l'affecte. J'ai l'impression qu'il y a très, très peu de choses qui l'affectent, en fait. Voilà, enfin, C'est assez impressionnant, ouais. il y a peut-être d'autres faiblesses psychologiques autres, parce que bon, ça reste un être humain, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit les mêmes que ceux que ceux de 90% des gens, en fait. Donc, non, non, on ne peut pas en vouloir à Fernand, bien au contraire. Bien au contraire, je pense que là, Fernand lui-même était désorienté, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Il voit Cyril se faire dépasser sur le cardio. Il voit qu'il perd c'est les derniers rounds, il est en train de se faire dominer, que le combat, il est clairement en train de le perdre. Donc, ouais, il a fait ce qu'il pouvait pour. Et d'ailleurs, ça aurait pu marcher. Hein. Ça aurait pu marcher parce que 5e round, Cyril réussit quand même un takedown Bah, les qui est 2 premières minutes, moi, je trouve qu'il est plus entreprenant. Il réussit à mettre au sol Francis. Il tente vachement de choses, quand même, tu vois. Donc, c'est oui, vraiment oui, à la fin du round que ça se dessine, en fait. il a clairement une clé de talon qui aurait pu être belle d'ailleurs, parce que dommage que ce soit l'angle où la prise Ouais, ouais, c'était pas était bon, ouais. nulle, hein, était Ouais. nulle, mais sur un gabarit comme celui de Francis, ça aurait pu terminer le combat. Je vais être honnête, ça aurait pu terminer le combat.
Surtout que la clé de talon est faite sur la jambe avec le genou blessé, en plus. En plus, oui. En plus, c'est fait avec le genou blessé. C'est juste dommage que la prise, enfin, non, je vais être très À honnête, la prépa, la quoi. prise et l'angle étaient nuls. Étaient nuls. Bon, et en plus, là, c'est clairement Fernand Lopez qui lui dit à ce moment-là clé de talon et il s'exécute. Hein. Enfin, Cyril s'exécute. C'est incroyable d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire que non, ça. D'ailleurs, même Chris Guénart, que je salue Bien sûr. d'ailleurs, dans son analyse, parce qu'il a fait une analyse en direct, et quand Cyril commence à prendre reprendre le contrôle au 5e round et arrive à faire le takedown, il annonce presque le résultat en disant c'est un combat qui va rester dans l'histoire, un retournement de situation comme ça. Voilà, Cyril montre qu'il a un Ça aurait grand été champion. incroyable. S'il le passe, ça aurait été incroyable. Mais par contre, bon après, là, je vais venir aussi. Peut-être c'est l'action qui m'a le plus bluffé techniquement de Francis de toute sa carrière, c'est Ok. le sweep qui passe à Cyril. Là, Ouais. il reste 3 minutes, tu avais le combat en main, tu es en train de le perdre. Émotionnellement, tu peux te dire paniquer totalement. Tu montres un truc que aucun poids lourd à l'UFC n'a montré depuis longtemps. C'est-à-dire sweeper, renverser la garde pour se retrouver sur Cyril. Et là, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Pour un poids lourd et pour quelqu'un comme Francis, où j'aurais jamais pensé qu'il savait même ce que c'était que ça. En fait, dans un combat équilibré, je te lance tout de suite, Lionel, dans un combat équilibré, d'une manière générale, Francis, il y a eu 2 bascules et Francis a remporté les 2 assez largement. Le premier takedown avec Air Francis qui catapulte Cyril et ce sweep dont tu parles. Lionel, j'ai une question à te poser d'ailleurs après Lionel. Oui, Précise non, mais juste pour toi. oui, non, mais de toute façon, ça ne fait que confirmer tout ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire, petit 1, il a usé de sa force physique pour retourner et de sa nouvelle force mentale pour ne pas paniquer. Et là, sur le sweep, on ne peut pas dire que c'est de la force. Hein. Par contre, peu importe. Là, techniquement, il était très bien exécuté. L'espèce de petit crochetage du pied, du pied d'appui de Cyril, qui était un peu en l'air, était magnifique. Là, c'était un sweep qui, je pense, juste sur cette action, peut lui donner le round entier. Même Ouais. si on ne compte pas le contrôle. Hein. Même juste cette action peut lui donner un round. Et en Et plus, je vais juste ajouter, il a profité du fait que Cyril était complètement cramé. ouais, c'est vrai. Ça, C'est de vrai, toute c'est vrai. façon, c'est la fin. Les champions de chez Prendre, surtout à ce poids-là, bon, normal. Hein. Lionel, comme je disais tout à l'heure, j'ai une question juste pour toi. Toi, tu es plus un émotionnel, comme tu aimes le dire, du MMA. Est-ce que tout simplement ce combat a épanché ta soif d'émotion, si on peut dire? Ah mais complètement, complètement. Et parce que c'était, si on compare avec le co-main event dont on va parler après, j'imagine, beaucoup de gens, le co-main event était techniquement plus beau. Il était plus beau, je trouve. Il était beaucoup plus serré. Les 2 combattants ont été à un meilleur niveau global, si je puis dire. Par contre, pour moi, il a manqué du drama. Voilà, il était intense, il était Ah agréable oui, à sur voir. Moreno Figueiredo. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et il a manqué quelque chose qui fait que c'est le genre de combat que moi je regarde, pardon, avec intérêt, mais il manque un peu d'implication. Alors que celui-là, il n'y a eu que de l'implication. La tension des 2 premiers rounds, le retournement des suivants, le fait de se dire que ça pouvait quand même basculer d'un côté ou de l'autre, mine de rien jusqu'au bout, parce que quand on a des bébés comme ça, un coup peut changer. Et cette incroyable transformation de Francis qui nous a offert encore une nouvelle évolution. Ouais, et de toute façon, après sur Twitter, c'est ce qu'on voyait, c'était le sentiment général. Tout le monde était à la fois bluffé, surpris, désorienté, choqué. Il y a tout eu. Et j'ai envie de dire, ça fait un peu formule de journaliste, mais c'est le genre de combat où il n'y a pas vraiment de perdant. Parce que Francis a gagné, mais Cyril n'a pas vraiment perdu non plus, parce qu'il a tenu son rang, il a juste été battu par plus fort que lui, par quelqu'un qui avait un game plan incroyable, qu'il a appliqué de façon top. Il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que même par rapport au respect encore un petit peu léger de la part des Américains pour Cyril, je pense qu'il a gagné beaucoup en crédit aussi.
malgré sa défaite, en fait. Déjà, ça le rend plus humain. Et en plus de ça, on voit que c'est quand même le seul, excusez-moi, hein, mais c'est le seul qui a vraiment poussé Francis dans ses retranchements. Parce que le Francis contre Stipe, on voyait juste que c'était un Francis qui était un diamant qui n'était pas encore assez poli. Et là, on a vraiment vu un vrai duel de titans, comme on l'attendait, en fait. Et ça sert la cause des deux, en fait. Oui, et j'ai presque envie de te dire de manière un peu, c'est un peu de mauvaise foi, mais pas complètement non plus, que limite, le fait que Cyril ait perdu comme il l'a fait, en endurant tout ce qu'il a dû subir, c'est peut-être presque mieux pour son image au niveau des Américains. Parce que moi, je regardais un peu les tweets, je les regarde entre les rondes pour prendre la température. Les gens s'ennuyaient. Je voyais les commentaires américains, c'était des boring fights, Oh on putain. s'ennuie, machin. Oui, mais parce que tu vois comment il combat, Cyril, comment il combattait. À la touche, sans rentrer. Il manquait justement peut-être ce côté un peu émotionnel. Après, ce sont les Américains, surtout au niveau Il des a poids tenté des lourds. choses quand même. Il a tenté des choses debout, Je Cyril, crois que malgré tout. Lionel, il parlait de ses précédents combats, pas de celui-là, mais tu Ah parlais non, de non, non, celui-là. de celui-là aussi. Ah oui, non. Les gens postaient des gifs avec des gens qui bâillaient ou quoi. Ils trouvaient ça trop propre, entre guillemets. Bon, après, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a certains qui aiment un peu trop le public un peu trop WWE, qui connaissent le MMA Ouais. depuis 1 an et demi, 2 ans. Il y en a beaucoup comme ça. Et de fait, il y en a aussi, Après, j'en ai lu peu, voir sur et il y en a qui n'ont pas aimé le fait que Francis aille au sol. Parce qu'ils attendaient un chaos de l'espace, parce que. Ouais. Non, non, mais bon, ça, il y a c'est pour que, te en fait, dire il y a que que les bon, fanboys très bas niveau, j'ai envie de dire. D'ailleurs, les fanboys dont on se passerait bien, désolé du terme. Ah bah Moi, oui, ce qui oui. est le plus intéressant, c'est de voir les tweets des combattants. Eux, c'est les plus objectifs. Ouais. Voilà, sans faire de parti pris, les tweets des combattants sont les plus intéressants sur ce combat. Ouais, complètement. Complètement. Est-ce que, voilà, parce qu'on va clore le chapitre de ce combat, est-ce que il faut s'attendre à. En fait, qu'est-ce que vous pensez quelle est la meilleure solution pour Cyril à court et moyen terme? Est-ce qu'on doit partir sur une revanche contre Francis tout de suite ou est-ce qu'il faut passer à une étape intermédiaire du style Miocic ou Curtis Blades? Moi perso, dans les deux cas, je serais content en fait qu'il passe par une étape intermédiaire contre Stipe ou contre Curtis Blades, pardon. Je sais qu'on n'est pas trop d'accord, Kim, sur le sujet. Curtis Blades, toi, ça te plairait pas trop. Moi, ça me plairait d'une certaine manière puisque ça lui permettrait de se concentrer beaucoup sur la lutte, que le training camp soit adapté à la lutte et qu'au final, il serait tellement dominant debout en fait qu'il pourrait vraiment se concentrer sur la lutte et ça lui permettrait de passer, de cocher la case. Ok, j'ai progressé en lutte, je l'ai montré à tout le monde, y compris à moi-même, et je peux rattaquer Francis. Ou et Miocic, un peu pareil. Ou alors, faut repartir sur Francis tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bon, il y a plusieurs solutions. Après, moi, je vais te dire surtout comment je vois les choses. Francis n'a plus de combat sur son contrat aujourd'hui. Ça, c'était le truc le plus important parce qu'il faut se rendre compte que Francis, hier, il n'a pas juste gagné contre Cyril, hein. Il a gagné aussi contre Contre l'UFC, Fernand ouais. et contre l'UFC. Son contrat, même sans combat, il court jusqu'au mois de décembre. Donc, Francis, je vois ça comme ça, hein. Et à mon avis, c'est comme ça qu'avec son équipe, il a pensé. Va faire un combat en boxe cette année. Son prochain combat sera pas en MMA. Je pense qu'il va essayer d'affronter Tyson Fury. Et d'ailleurs, Tyson Fury semble open à ça. Parce que là, je pense qu'en un combat, il va prendre plus que ce qu'il a jamais gagné dans toute sa carrière à Va l'UFC. falloir qu'il apprenne à se décongestionner les bras, hein, alors, parce que vu le poids lourd que c'est, Francis, parce que moi, c'est un truc qui m'a choqué. Je fais juste un tout petit aparté. Il est comme ça tout du long, hein. Il est garde fermée, les bras bien congestionnés et il s'est jamais décontracté les bras. Là où Cyril le faisait tout le temps, à la Et manière de Robert Whittaker d'ailleurs, en ayant des grandes amplitudes comme ça. Et il va falloir qu'il apprenne. Il a des caps à passer aussi en boxe, hein, Francis, hein. ah oui, non, mais là, en fait, pour dire la vérité, ce sera même pas un combat qui aura de l'intérêt. J'ai pas dit que ce sera un combat qui aurait de l'intérêt niveau sportif. Là, c'est surtout question de le portefeuille, on va dire ce qui est. Oui, bah oui. C'est un combat. Je pense qu'à mon avis, d'ailleurs, il l'a dit, Francis, qu'à un moment, il a dit un peu de façon implicite que 6 mois, ce serait suffisant pour être prêt face à Tyson Fury. À mon avis, 6 mois, c'est surtout la promo. 6 mois de Ouais. promo contre Tyson Fury,
à mon avis, peut toucher 5, voire presque 10 millions de dollars, ce qui, je pense, ça ne se refuse pas. Enfin, je pense que tout le monde comprendrait que ça ne se refuse pas. Et donc, du coup, je pense qu'il va laisser se dessiner un challenger pour peut-être la fin de l'année entre justement Cyril, Stipe, éventuellement John Jones. Bon, moi, j'y crois de moins en moins à John Jones. Et peut-être Curtis Blade aussi. Donc, il y aura, je pense, un challenger qui va se dessiner cette année. Et Francis, parce qu'il l'a dit, hein, la première chose qu'il a dit pour son contrat, c'est qu'il va inclure la boxe là-dedans. Il a dit ça avant même de parler de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il va viser un combat en boxe pour son prochain combat, Francis. Et que là, Cyril sera obligé, justement, là, pour répondre à ta question, Cyril, soit Curtis Blade. Et bon, là, comme j'ai dit, c'est vrai que là où je suis aussi inquiet par rapport à ça, c'est que Curtis Blade en lutte grappling, c'est quand même 5 classes au-dessus de Francis. S'il Malgré subit tout, ouais. la lutte Techniquement grappling de parlant. Curtis Blade, à mon avis, là, ça peut être dramatique s'il montre ce qu'il a montré hier. Bon, à moins qu'il arrive à maintenir le combat debout, mais ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, non. Enfin, moi, j'aimerais bien le voir soit contre Marcin Tibura s'il passe le cap. Tibura, il a perdu contre Volkov, hein. Il est 8 ou 9 là. C'est complètement à l'inverse de la promo de l'UFC. Tibura est tellement loin, En fait, Enfin, pour moi, c'est c'est limite hors il de. avait gagné 5 ou 6 combats, je crois, avant celui de Volkov. Oui, mais au Volkov, final, il reste loin. Après, là, il combat contre Jairzinho. Donc, peut-être ou alors, voilà, Cyril, soit Tibura Spagnon, ou alors le vainqueur, enfin, peut-être Thomas Pinal s'il arrive à passer Volkov, qui est, je crois, au mois de mars. Ouais, à l'UFC Fight Night de Londres. Et c'est Ouais, d'ailleurs le main event. ça peut être une bonne option. Ou bon, sinon, peut-être Stipe à la rigueur, mais Stipe, je pense que il lui reste peut-être un combat qu'il peut faire au top de sa forme. Moi, c'est personnel, ça me ferait chier de le voir dans un autre combat que le title shot, parce que pour gagner le respect qu'il mérite, j'aimerais bien quand même qu'il ait Ouais. un Tu dernier sais très title bien shot. comment ça fonctionne, hein, l'UFC de toute façon. C'est ça. Donc Euh, voilà. Pour moi, c'est ça Bon, peut-être que je me trompe, hein, je peux me tromper, mais à mon sens, Francis, tu le revois pas à l'UFC avant la fin de l'année, il va faire son combat de boxe. Lionel, qu'en penses-tu? Pour Francis, d'ailleurs, comme pour Cyril, la question s'oriente plutôt par rapport à Cyril, mais tu as carte blanche. Alors déjà, si Ngannou affronte Tyson Fury, j'annonce officiellement que je me retire des réseaux sociaux et de la vie Internet. Parce qu'il y en a marre de ces combats à la con, de crossover qui signifient rien du tout. J'aimerais bien te garder quand même, Lionel, même si je suis d'accord avec toi. Non, mais Tyson Fury, Ne m'oublie pas. qu'est-ce que ça va donner? Il va se faire ridiculiser, ça va être grotesque. Il n'a aucun niveau en boxe, Ngannou. Je ne veux pas être méchant, il a un bon niveau boxe MMA, mais tu le mets contre n'importe quel top 30 poids lourd mondial en boxe, il se fait balader, c'est n'importe quoi. Alors comme l'a dit Kim, ce sera pour l'argent. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Ça veut dire que Fury, parenthèse, il va encore perdre du temps. Au lieu d'affronter White ou Joshua ou Usyk, il va aller perdre 1 an dans un combat. C'est ridicule. Et il a déjà perdu assez de temps, Fury, si on peut dire. Mais ouais, Fury, c'est bénéfique parce que je ne sais même pas s'il s'entraînerait pour ce combat sans manquer de respect à Francis. Bon, je ne sais même pas s'il s'entraînerait. Comme Mayweather avec Conor, il va s'entraîner 2 semaines, histoire juste de garder un peu de shape, et puis c'est tout. Pour lui, ce sera de l'argent facile. Il va faire comme un sparring, voilà, c'est tout. Donc déjà, s'il le fait, franchement, je trouverais ça mais lamentable. Mais vraiment, hein, je pourrais le comprendre au niveau financier, mais je trouverais ça, ce serait du gâchis pour l'un comme pour l'autre. Et vraiment, ça me casserait les cacahuètes, vraiment, que de ne pas revoir. Déjà, Ngannou, quand il a pris son titre avec Miocic, on a dû attendre près d'1 an limite avant de le revoir. S'il faut qu'on attende à nouveau près d'1 an, je veux bien qu'il ait des bisbilles et qu'il rende l'UFC responsable de tout, mais après, il faut voir ce qu'il fait lui de son côté aussi. Il a Quoi. 35 ans, hein, malgré tout. Exactement. 36 ans bientôt. Quasiment 36, ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est compliqué. Il a toujours voulu faire de la boxe, de toute façon. Ouais, c'est son rêve. C'est vrai que tu vois, c'est comme la boxe au Cagine. Ouais, c'est comme Francis. Voilà, son rêve, c'était le rêve américain. On peut pas l'empêcher non plus d'avoir envie d'accomplir ses rêves. Et puis aussi pour malgré tout, et je sais que même si c'est pas un argument qui rentre en ligne de compte pour nous,
c'est un argument que je comprends complètement de son côté, c'est je vois la perspective d'un combat d'un Camerounais au sommet du monde combattre Tyson Fury en boxe, la résonance que ça aura en Afrique, qu'il gagne ou qu'il perde, elle est quand même énorme. Ouais. Et je peux pas lui en vouloir pour ça non plus. En fait, sportivement parlant, ça me ferait chier, mais pour des à côté tu vois, de legacy, etc. Regarde, on parle encore du combat qui s'est passé à Kinshasa en 73, tu vois. Donc, alors, je dis pas Par contre, que on peut pas comparer Ngannou Fury les se déroulera à deux, c'est Kinshasa ou à impossible à Yaoundé. comparer. Hein? Non, par contre, là-dessus, on peut pas comparer le. À Kinshasa, c'était Foreman Mohamed Ali. Oui, oui, bien On sûr. peut pas comparer avec Ngannou, Non, bon, c'est pas qui ce va que je dis. combattre Fury. Non, 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 Mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que je veux dire que quand l'Afrique a été au sommet de la boxe, que ce soit dans un lieu ou par un combattant, ça a toujours une énorme résonance pour le continent. C'est ça que je veux dire. Et en soi, la perspective pour Ngannou d'être je sais pas, une idole à travers les pays dans ce continent-là, je peux pas lui en vouloir qu'il tente le pari quand même, quoi. après, moi de mon côté, je pense pas que ce serait ça. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, la première perspective, je pense qu'elle est financière, hein. Je pense qu'il sait que sur un combat, il peut mettre toute sa famille à l'abri jusqu'à sa mort. Déjà, il y a ça. Ouais, c'est vrai. Et deuxièmement, c'est son rêve, même depuis avant son arrivée sur le continent européen. C'était la boxe. C'était la boxe et je pense que c'est même un rêve de gosse en fait. Peut-être de faire de la boxe et un jour affronter le numéro 1 en boxe. Qu'il gagne ou qu'il perde, comme tu l'as dit. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir le fait qu'il ait parlé de la boxe dans son contrat au niveau de la renégociation de son contrat. À mon avis, c'est pas par hasard, c'est sa priorité. Et je pense que je suis d'accord avec Lionel que c'est sportivement, c'est aberrant, mais je dis qu'on ne peut pas lui en vouloir. Et moi, je le comprends totalement. Ah, c'est un peu. Ouais, vas-y, Lionel, excuse-moi. Non, non, si moi je lui en veux parce que c'est un combattant de MMA, il a rien à faire en boxe, c'est tout. Il a pas à mettre des contrats de boxe tant que sa carrière n'est pas terminée. Ou alors tu arrêtes ta carrière en MMA et tu pars, tu fais le switch, tu pars directement en boxe, c'est Je suis tout. d'accord. Je suis C'est d'accord. comme Conor qui fait ses caprices, je vais aller en boxe, ah, peut-être, machin. Non, tais-toi, tu le fais, fais-le, mais dans ce cas-là, on parle plus de MMA. Et juste Clément, juste une parenthèse, parce que ça m'a fait. Là, j'ai failli m'évanouir. Tu as parlé de Kinshasa en 73. Alors, c'était Oui, en oui, là, Putain, je c'est suis même pas d'accord. 73 en Ouais, plus. ouais. voilà, Pardon. c'est tout. Donc, il fallait, parce que là, sinon, il y avait le fantôme de Mohamed Ali qui allait venir nous chatouiller les pieds. Et pour revenir J'ai pas beaucoup dormi. sur la revanche, moi, j'y crois pas, la revanche immédiate, parce que Gann ne le mérite pas, tout simplement. Voilà, il y a d'autres noms. Et concernant Gann, comme tu l'as dit, ouais, des mecs comme Tiboura ou quoi, ils sont trop loin. Là, il n'y a que deux noms, a priori, qui s'imposent. C'est Blades et Miocic. Miocic, je sais pas. C'est ce qui ferait peut-être le plus de sens au niveau un peu médiatique. Miocic, il ne mérite pas un title shot de revenir, hein, il s'est pris une fessée, donc il lui faudrait au moins un combat. Le combat, les deux derniers hommes qui ont été défaits par Ngannou pour une demi-finale officieuse, ça ferait sens. Ça ferait sens. Voilà. Et puis, si pas Miocic, ben Blades, parce que ça semble également logique. Et comme tu l'as dit, de toute façon, il faudra qu'il y passe à un moment par la lutte. Donc, il va falloir qu'il se teste contre des lutteurs. Sinon, il y aura un step qui sera toujours difficile à Ouais. franchir. Il faudrait pas qu'on parle de lui comme un non-lutteur, sachant qu'en plus, dans la MMA moderne, la lutte, c'est quasi prépondérant. Surtout Partie avec cette prépondérante. nouvelle, là on arrive à une nouvelle race de poids lourds qui deviennent plus agiles, plus mobiles, plus polyvalents. Donc on a dit Gann c'est le poids lourd 2.0. Ouais, mais il lui manque quelque chose, voilà, parce que là il y a des gars qui vont arriver derrière lui qui seront encore plus complets que lui. Et moi je termine. Alors je veux pas rentrer dans le débat, il va venir, il va pas venir, on ne sait pas ou quoi. C'est un vœu pieux. Je serais très curieux de voir ce que va faire Jones s'il monte face à soit Ngannou, soit Gann. Voilà, parce que j'aimerais vraiment savoir s'il a pensé du combat d'hier, s'il a pensé du Ngannou 3.0. Parce que là, ça devient vraiment compliqué, parce que Jones est plus complet en tout et il pouvait mettre sa lutte en avant. Vu ce qu'a fait Ngannou hier, Jones est meilleur en lutte de base, mais Ngannou est un vrai poids lourd. Ce que ne serait pas Jones
en montant. Donc c'est une intrigue. Moi vraiment, je donnerais cher là vraiment pour avoir au-delà de ces tweets un peu provocateurs et pour une fois assez drôles, pour Ouais, voir ce c'est qu'il clair. pense vraiment. Je pense, j'imagine là, il va se réunir avec sa team pour en parler. Là, je donnerais cher pour savoir ce qu'ils vont dire. J'avoue que ce qu'on a vu d'Ngannou me donne encore plus envie de voir le Jones Ngannou, en fait. Et bon, je vais peut-être être un peu rabat-joie dessus, mais s'il n'a rien signé comme combat ou qu'il n'annonce pas qu'il va combattre officiellement, je pense que c'est le dernier aujourd'hui qui a le droit de dire quoi que ce soit. Bah, d'un autre côté, c'est Jones. C'est un mec, il est médiatique, Et c'est je comme pense que sa montée imaginaire, enfin, aujourd'hui, c'est même pas le déçoit, c'est qu'elle saoule beaucoup de gens en fait. Ouais. C'est Bah, comme déjà elle qu'il aimerait commence bien par qu'il saouler les frappe gens. sa femme, déjà pour commencer, déjà, ce serait bien. En plus, son dernier combat, bon, maintenant, au début, je n'en tenais pas rigueur, mais il devrait être requalifié en défaite contre Reyes. Ouais, mais à la limite, je vous parle même pas de ça. Je vous parle même pas de sa montée imaginaire ou pas. Je dis si il monte. Moi, je me mets dans l'optique qu'il monte. Ce sont des intrigues qui, moi, m'intéressent, que ce Ouais. soit contre l'un ou Mais ça l'autre, reste et bien sûr, imaginaire pour l'instant. Ouais. surtout Ngannou. Ouais, Et c'est clair. même Francis, d'ailleurs, j'ai adoré sa réponse là-dessus. Hein. Quand on lui a parlé de Jones, il a dit qu'il a tellement attendu, il s'est tellement fait d'illusions, que lui-même n'y pense même plus, en fait, il compte même plus là-dessus. Et j'ai trouvé super sa réponse. Et là, je trouve que il a, enfin, rien que sur cette réponse, c'est une masterclass c'est une vraie masterclass qu'il a fait. Et d'ailleurs, en un mot, peut-être, après, on va là quand même, il faut qu'on parle un petit peu de Figueiredo Moreno 3. Quid de Francis aussi, parce que s'il reste en MMA, voilà, si voilà, on a parlé un peu de boxe, voilà, on occulte ça maintenant. Euh, que peut-il faire? Puisque quand tu regardes la concurrence directe, il a battu Miocic. Et Miocic ne semble pas, comme tu le disais Lionel tout à l'heure, crédible pour avoir un title shot directement. Cyril vient de perdre. Bah, je vais Euh, même te dire, excuse-moi, je te coupe. Maintenant, je t'en prie, j'allais te donner la parole. Non, mais Miocic, je suis même pas sûr qu'il va revenir. Je suis Ah, même pas sûr qu'il va revenir. je suis Je d'accord pense avec qu'il toi. a au moins un dernier combat. Moi, c'est ce que je pense, au moins un dernier. Ouais. J'en suis Moi, même pas. j'ai peur. Peut-être, hein, mais j'en suis même pas certain. J'ai l'impression il y est plus. Physiquement et mentalement, il y est plus. J'ai un peu peur aussi que là, il y a pas un trauma, mais qu'il y a qu'en fait, voilà, c'était la chute de l'empereur, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ah non, mais absolument. Et puis, bah, on peut pas lui en vouloir. Hein. Les dernières années ont été rudes, hein, quand même, pour Ah, lui. on comprend même plus quand il parle, Stipe. Enfin, je Il y a pense que eu lui, trop de guerres. il commence à s'en rendre compte aussi. Hein. Trop de guerre. Je pense que les coups qu'il a pris, que ce soit premier combat avec Junior Dos Santos, sa trilogie avec Daniel Cormier, c'est normalement un être humain normal, il ne peut pas prendre autant de coups. On en avait parlé dans un autre podcast. Là, le deuxième combat avec Daniel Cormier, il prend 162 coups significatifs au sol. Pour un poids lourd, normalement c'est pas C'est ton rédhibitoire, combat, normalement. aucun être humain, je pense, ne peut encaisser ça et surtout revenir après. Normalement, il aurait dû même arrêter sa carrière après ça. Allez, quand même, il faut qu'on parle du combattant préféré de Lionel. Histoire, quand même, parce que le combat le mérite, hein, d'ailleurs, tout simplement. Brandon Moreno, Davison Figueiredo, numéro 3. Très honnêtement, quand je suis sorti, quand je suis sorti de ce combat-là, je me suis dit, et parce que moi aussi, j'ai une manière assez émotionnelle de vivre et de consommer le sport, je me suis dit, putain, c'est la plus grosse trilogie de tous les temps en MMA, tu vois. Je suis sorti vraiment en me disant, les 3 combats sont exceptionnels. Tu te dis, en fait, le seul problème, c'est que ce soit des flyweight, en fait. C'est le seul problème. Mais quand tu regardes la qualité et le dévouement, ouais, le dévouement des 2 combattants sur ces 3 combats, tu te dis, putain, mais Moi, j'en vois un qu'est-ce autre qu'on de vient de se souci, taper, Clément. quoi. Pardon? J'en vois un autre, malheureusement, de souci. C'est que dans cette KT, à part ces deux noms, on voyait personne et on connaissait personne. Là, après ce Ouais, combat-là, Askarov quand même. Askarov tout de même, on mais c'est vrai que connaîtra derrière, encore moins. Je pense qu'on est parti pour un 4. Et malheureusement, dans cette KT, il y aura eux deux et malheureusement les autres. Malheureusement pour les autres combattants, je crois que cette KT, elle se limite à deux noms maintenant. ouais, surtout que Benavidez a pris sa retraite aussi, et qu'il avait perdu d'ailleurs contre Figueiredo et tout. Mais voilà, je sais pas, on s'en fout au final que ce soit la plus grosse trilogie de l'histoire, je m'en fous. Mais quoi qu'il en soit, notre soif d'émotion et de MMA, tout simplement, là aussi,
Disons que c'était la préparation parfaite pour Ngannou Gane en fait, parce que le combat était dingue. Je te lance tout de suite Lionel, parce que je sais que toi aussi tu as t'as des choses à dire là sur ce combat. Ah comme tu as dit, il était tendu du début à la fin. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui a manqué un peu, voilà, c'est pour moi, un poil d'émotion et de drama. Tu vois, il a manqué Ouais. un retournement de situation, un knockdown brutal, une tentative de soumission qui a failli passer. Non, c'est resté très sérieux, entre guillemets, très propre du début à la fin. Voilà. Mais parce que c'était très intense, justement. Voilà, c'était la seule chose que j'ai pas appréciée, je vous l'ai dit hier, c'est le début de combat de Moreno. J'ai trouvé qu'il n'était pas trop dans son combat. Il était un peu, c'était un peu la suite de sa fight week. C'était clairement peut-être la star de la Fight Week. À la conférence de presse, il y en avait tout pour lui. On sent que l'UFC veut conquérir le marché mexicain. On sentait que c'était vraiment sur lui qui étaient les lumières. Et je me demande si ça ne lui est pas un petit poil monté à la tête ou ça l'a pas un peu fait déjouer. Et les 2 premiers rounds, notamment, je trouvais qu'il était plus enclin à faire le clown, à provoquer Figueiredo. Alors, je sais que Clément, tu as dit que c'était peut-être pour relâcher la pression. Moi je pense Peut-être. que c'est ça, ouais. Peut-être, mais moi je l'ai plus senti comme un côté un peu moqueur, mais pas dans le bon sens du terme. Que tu fasses le clown en dehors, ça ne me dérange pas, que tu le fasses dedans, déjà plus, et toi en plus ça t'empêche d'installer ton jeu, là pour moi c'est contre-productif. Parce que Figueiredo, c'est un peu arrivé ce qu'on pressentait, ce qu'on pouvait pressentir, à savoir qu'il est arrivé, au contraire des 2 précédents combats, au point, préparé au Ouh là poids. Il n'a là. pas eu de problème de blessure, il n'a pas eu de problème de cutting. Il a eu un camp incroyable au niveau mental. Il s'est remis dedans. Et hier, il était pas injouable parce que Moreno, à partir du round 3, il a un peu élevé le game ou quoi. Mais hier, Figueiredo, il était juste, bien que fan de Moreno, Figueiredo, il était juste trop fort. Il a pas surclassé, mais je trouve que pour le coup, le pointage rend parfaitement compte du combat. Il a fait. 48, Ouais. 47, il a juste tout fait un petit peu plus, un petit peu mieux. Voilà. Putain, tu vois, c'est pour ça que je suis content de t'avoir dans le podcast. C'est exactement mot pour mot ce que j'allais dire. Voilà. Non, J'ai c'est pas vrai besoin de qu'il n'y a, parler. il y a pas grand-chose à rajouter. Sauf que je pense que Figueiredo aurait pu terminer le combat au troisième round, Ouais. justement, et au dernier round. Il s'en est fallu très peu pour qu'on ait un TKO. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, je pense. Mais voilà, ça. Ouais, Après, mais rien d'autre à après, rajouter. je suis Vas-y. d'accord avec toi, Kim, mais je trouve que c'était intelligent de sa part de ne pas se précipiter, justement. Parce que Moreno est très durable, on l'a vu encore, c'est pas un Mexicain pour rien. Il marque pas Et, tellement en plus hein, sur son visage. Hein. C'est fou non, parce non, que vu ce qu'il a pris. non, mais absolument. Un Et, rush. et Figueiredo a eu l'intelligence de ne pas se précipiter, de ne pas se cramer au niveau du cardio, de ne pas faire n'importe quoi en s'exposant peut-être de manière qui lui aurait été préjudiciable. Il est resté concentré du début à la fin et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec Francis. Les deux ont fait d'énormes progrès à ce niveau-là, justement. Ils ne se jettent plus, ils font Il y a eu plus du n'importe Cerudo en Figueiredo. Écoute, pour le coup, il y a eu Cerudo, il a Albarracine, il a dans son coin. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses au niveau mental, au niveau physique. Et tu parles d'un 4, bah ouais, mais comme l'a dit Kim, effectivement, il n'y a que eux deux. Askarov, à part, et encore à part les die-hard fans, peu de monde le connaît. Ouais. Qui est-ce que tu veux mettre? Alors peut-être qu'Askarov Figueiredo va faire une défense contre Askarov, parce que si on fait un 4e combat tout de suite, ça va un peu lasser les gens. Mais d'un autre côté, ils sont légitimes tous les deux. Et comme tu le disais hier, Clément, en plus, même d'un point de vue comptable, un match nul, une victoire chacun, il faut les C'est énorme. départager maintenant. C'est C'est énorme. fou. Nickel. C'est clair. Et là, on est au début de l'année. D'ailleurs, on en parlait en off. Mais ça se trouve, on a déjà le Fight of the Year déjà au début de l'année. C'est dès le début de l'année, on a le Fight of the Year. Et je crois que ça serait la première fois, comme tu l'as dit, qu'une trilogie devient Fight of the Year. Ouais, ce serait bien, surtout qu'en plus, pour l'instant, début 2022, on est vraiment gâté avec le Qatar Shikadze, malgré tout, avec certains combats qu'on a vus dans cette UFC 270. Enfin, je veux dire, pour l'instant, on est quand même bien gâté. Ça y est, Ah oui. Nurmagomedov qui cale la soumission la plus rapide de l'histoire des bantams. 46 secondes, hein, Alors, c'est ça, Lionel? 47, 47 47 secondes. exactement.
Ah ouais, bah, j'en profite juste pour Vas-y. ouais, non, bah, de toute façon, cette saison, elle était incroyable et on a eu quand même des franchement, cette carte sur le papier, elle pouvait faire peur et en fait, elle a été, je l'ai trouvée très sympa dans son ensemble et notamment, bah, on parlait des petites catégories là, c'était les flyweight dont on vient de parler. On a eu 3 combats de bantam qui ont été, incroyables d'intensité, chacun dans leur genre. Il y en a Sympa, eu ouais. 2 dans les prélims qui sont allés au point, mais qui étaient vraiment disputés et spectaculaires. Et cette soumission de Saïd Nurmagomedov, c'était, j'allais dire comme à l'entraînement, mais même pas. Je suis sûr que ces trainings sont beaucoup plus durs et disputés que ça. C'était, on aurait dit, je sais pas, un jeu vidéo. C'est très Nurmagomedovesque, hein, de toute façon. Ah mais complètement, mais complètement, complètement. C'est, qu'est-ce que tu veux faire? C'est implacable. C'est incroyable, Ça incroyable. augure de bonnes choses pour la suite, pour lui en tout cas. Il pourra monter, je pense, très vite dans le top 5, voire le top 3 de cette catégorie. Ouais, Ah, possible. complètement. Possible, possible. Bien écoutez, messieurs, je pense on a fini, je crois, en tout cas. En tout cas, ce qu'on peut dire juste, moi, j'en profite du podcast pour vous le dire. Je tiens à vous remercier, à vous dire bravo pour la couverture qu'on a eue de ce UFC 270 et de ce duel Ngannou-Gan, parce qu'on a été présent un peu partout et les gens aussi ont répondu présent. Donc, je vous remercie vous, mais je vous remercie aussi celles et ceux qui nous écoutent de plus en plus en podcast et aussi tous ceux qui ont répondu présent dans le space. Je vous rappelle qu'on a été je crois que là, il y a plus de 2500 personnes qui ont écouté au final, que ce soit en direct ou en replay, le space qu'on a fait sur Twitter. Donc, bah, c'est juste génial. On ne cesse de grandir et franchement, c'est génial parce que le MMA, encore une fois, mérite ça. Et je pense qu'on était au carrefour de quelque chose et il fallait pas rater cet événement-là. Et je trouve qu'on l'a réussi dans les grandes largeurs et c'est trop bien. Donc, merci à vous, Kim, et à Lionel là-dessus. Je pense que vous êtes d'accord de toute façon. Remerciements, je te retourne les remerciements. Et surtout, je te félicite aussi, parce que par rapport aux fans, le travail que tu fais, il faut se rendre compte, est énorme. Enfin, pour ceux qui ne se rendent pas compte, tu fais un travail d'animation, de présentation et aussi de contenu qui est énorme. Enfin, c'est surtout, voilà, je tenais aussi à te remercier, à te féliciter aussi. Merci, mais c'est un travail d'équipe. Moi, je délègue toujours là-dessus. Je vous remercie, vous, mais quand je donne des trucs pour moi, je dis non, non, c'est bon, c'est vous. C'est un peu la mentale. C'est comme ça. Donc, en fait, tu es l'opposé de Fernand Lopez, en fait, dans cette team. Après, c'est vrai que chacun a sa personnalité. Bah ouais, c'est ça. Les synergies peuvent se faire de différentes façons. Non, puis même sur le Space, c'était génial parce que voilà, on a Samir Hamoudi qui est venu, Alexandre Herbinet tous les deux d'RMC Sport, on a Samir du podcast Octogone qu'on embrasse. On a eu même, tu me disais qu'on avait eu Razman qui était venu, qui était passé dans le Space, Lionel, c'est ça? Il est passé, ouais, ouais, Ouais. absolument, il est passé. Moi, je voudrais faire un petit coucou particulier à Guillotine Podcast, Qui a été énorme dans le Space. Ouais. qui a été énorme dans le space, qui a encore Fera peu de venir. followers, donc et vraiment, moi, j'encourage les gens à aller sur son compte, à écouter ses podcasts, parce qu'il fait des podcasts, il parle tout seul pendant une demi-heure, et c'est intéressant du début à la fin et pertinent, il mérite une plus grande exposition. Ouais. Moi, je passerai un shout-out à Lethal BJJ quand même qui apporte beaucoup de fraîcheur aussi dans le Twitter MMA et aussi dans ses analyses, hein. C'est un pratiquant qui est amateur pour l'instant, mais qui se développe bien et qui en plus, voilà, dans le space, est intervenu juste 5 minutes très modestement et qui a vraiment apporté une super expertise sur le sol et sur sa vision du combat. Donc moi, c'est mon petit shout-out du jour, même si Et évidemment, on ouais, pourrait faire. Ouais, vas-y. et qui, ça a été l'un des seuls à pointer du doigt le fait que Francis n'avait pas été touché psychologiquement par tout ce qu'il y avait autour de Oui, lui et par le jeu, par le mind game de Fernand Lopez. Voilà, ça c'est vrai qu'il a exactement. été remarqué, ça a été l'un des seuls à le pointer. Et au-delà de ça, comme tu dis, bah, effectivement, ce combat, c'était vraiment, on a senti qu'on était à une croisée des chemins parce qu'on a eu pendant bah, les semaines précédentes, mais notamment la semaine précédente le combat, tout le MMA Twitter français qui était sur le pied de guerre. C'est génial. C'est ça. Même Et certains qui ont découvert le MMA en France grâce à ce combat. C'est ça qui est top aussi. Ça va Et tu, ramener une nouvelle audience. Ouais, carrément. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces personnes qui sont arrivées, c'est qu'ils ne sont pas arrivés en donnant l'impression de connaître le MMA par cœur. Dans le space, par exemple, celles et ceux qui sont intervenus, enfin ceux qui sont intervenus dans le space,
et qui connaissaient peut-être pas grand-chose en MMA sont venus avec beaucoup d'humilité et ont juste posé une question sur partie. Moi, j'ai beaucoup aimé le mindset en fait des personnes qui sont intervenues dans le space. Ça a été vraiment un bon moment de communion et tu vois, on a on a gagné quasi 100 followers en fait sur Twitter rien qu'en faisant le space. Donc pour nous, c'était une opération totalement réussie. Mais les gens ont quand même, dans 90% des cas, ont eu beaucoup de bienveillance en fait sur le contenu, sont venus pour poser des questions. J'ai même plein de potes à moi qui ont découvert le MMA avec ce combat-là, qui m'ont posé des questions et qui ont écouté le podcast et la vidéo qu'on a fait. Donc voilà, c'est que le début. De toute façon, le MMA mérite d'être plus vu, MMA mérite d'être considéré et jugé à sa juste valeur. Ce n'est pas un sport de brut, c'est un sport d'artiste, plus encore que de sportif. En tout cas, c'est ce que je pense, ce qui fait que j'adore ce sport beaucoup plus que d'autres. D'où le Et nom, hein, mix martial artiste. bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah, c'est pas une formule magique, hein, ça bosse, hein. Mais, Comment ça ah ouais, ouais. Et sans prépa en plus. Et, et pour confirmer, enfin pour appuyer ce que tu dis, pour appuyer cette versatilité de la discipline, je trouve que le combat, le main event de cette nuit était parfait pour ça. Parce que tu as beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, qui sont venus attirés par l'odeur du sang en attendant de voir le chaos de l'espace de Ngannou et qui se retrouvent face à un type qui fait de la lutte pendant l'intégralité du combat et le remporte comme ça. Il ne pouvait pas y avoir meilleure pub. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc c'était génial. De toute façon, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures MMA. C'est pas parce que Cyril et Francis sont combattus qu'on va s'arrêter là, c'est que le début. Et puis on se retrouve très vite. Pas d'événement la semaine prochaine, mais on va essayer quand même de proposer des choses sur le site et pourquoi pas en podcast. Mais de toute façon, l'année 2022 s'augure de toute façon très bien. Et on revient dans 2 semaines avec Sean Strickland, Jack Hermanson, main event de la prochaine UFC Fight Night. Ça va être énorme. Il en faut pour tout du coup. Ouais, pour regarder un combat de Sean Strickland, de toute façon, il faut en vouloir. Mais ça peut être intéressant tout de même. De toute façon, on verra, on en discutera de toute façon. Il y a des beaux combats à venir. Enfin, la revanche entre Israël Adesanya et Robert Whittaker, notamment. Bah, c'est un peu le classico CCS, puisque Robert Whittaker est un des combattants préférés de Lionel et Israël Adesanya est mon deuxième combattant préféré. Donc, on va voir où est-ce que tu te places, Kim, toi. Ah bah, vous le saurez le moment venu. Ah putain, l'art du teasing, j'adore. Merci en tout cas les gars, on se repose un petit coup parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu crevé, même si on n'a pas tourné comme les copains du podcast Octogone dans la foulée de l'event. La nuit a été particulièrement chamboulée. Mais bon voilà, en tout cas on espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao. Bye.